Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'analyste de marché perspicace Alex Kreiner, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Glenn. Merci de m'avoir invité et je salue chaleureusement vos téléspectateurs et auditeurs. Je voulais donc commencer par l'état des négociations de paix en Ukraine, car c'est très important si l'on veut normaliser la relation entre les États-Unis et la Russie. Et vraiment, normaliser cette relation est, à mon avis, d'une grande importance tant pour les Américains que pour les Russes, s'ils veulent s'adapter correctement à un monde multipolaire. Mais je garde toujours à l'esprit qu'il ne faut pas tant écouter ce que Trump dit que regarder ce qu'il fait. Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer les changements de rhétorique. C'est-à-dire que Trump ne parle plus d'une Ukraine neutre ou de l'expansion de l'OTAN. Il évoque un cessez-le-feu surveillé par des forces de maintien de la paix européennes. Il est aussi devenu, je dirais, plus grossier dans son langage, accompagné de menaces contre la Russie. Bien sûr, il y a maintenant ces nouvelles menaces des 10 jours. On ne sait pas s'il va vraiment aller jusqu'au bout. Mais comment interprétez-vous tout cela? Est-ce un retour aux politiques de Biden? Eh bien, je doute fortement qu'il s'agisse d'un retour aux politiques de Biden et je ne sais pas vraiment ce que Trump a en tête. C'est extrêmement difficile à interpréter car cela change constamment. Trump est particulièrement imprudent dans ses déclarations. Mais je pense que la raison en est que ses propos sont généralement destinés à la consommation intérieure. Je pense qu'il vise divers électorats politiques qu'il souhaite peut-être induire en erreur ou tromper, et que la véritable nature des relations en coulisses est tout autre, ce qu'il cherche évidemment à dissimuler. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il s'agit d'une relation extrêmement importante pour les deux parties et qu'elle est également cruciale pour le monde entier. Car, comme cela est largement admis dans les cercles diplomatiques et politiques, la relation bilatérale entre les États-Unis et la Russie est la relation la plus importante pour la paix dans le monde et pour l'avenir de l'humanité. Et je pense que, malgré tous ses défauts, toutes ses erreurs et toutes ses maladresses, Trump en est très conscient. Je soupçonne donc que l'escalade actuelle de sa rhétorique est typique de Trump, et nous l'avons déjà vu lors de son premier mandat à propos de la Corée du Nord. Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a eu une période où il y avait une escalade verbale entre Kim Jong-un en Corée du Nord et Donald Trump. Et il l'appelait « petit homme fusée » et il disait « mes fusées sont plus grosses », des choses vraiment puériles, comme d'habitude. Mais cela semblait très inquiétant. On avait l'impression qu'une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord était réellement possible. Il y avait un risque de guerre, du moins c'est ainsi que cela a été perçu en Occident. Mais nous avons aussi découvert plus tard qu'au même moment, alors que cette guerre de mots se déroulait dans les médias, Trump avait en réalité envoyé une délégation de ses représentants et des généraux du Pentagone en Chine, et je crois aussi en Corée du Sud, pour préparer une rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Et ensuite, ils ont eu cette rencontre qui s'est très bien passée. Et pendant un moment, il a semblé qu'il allait y avoir la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Trump a été le premier président à mettre le pied dans la zone démilitarisée. Et dans l'immédiat après ces rencontres, on a vu les débuts du déminage de la ligne de démarcation entre les deux pays. C'était donc un moment très porteur d'espoir, qui a bien sûr ensuite été déraillé et saboté, comme beaucoup d'autres initiatives politiques de Trump. Sur cette base, je soupçonne que Trump joue désormais le jeu un peu différemment. Il enveloppe sa mission d'une épaisse couche de tromperie, ce qui la rend extrêmement difficile à décrypter.
Et vous savez, la tromperie, pour être efficace, doit être convaincante, donc il ne faut pas la dévoiler. Je vois cela comme un policier infiltré. Si vous êtes un policier infiltré dans un cartel de drogue, vous devez être très convaincant, n'est-ce pas? Donc, tout le monde doit penser que vous faites partie du cartel et vous devez avoir l'air du méchant. Je pense que c'est le cas et je pense que nous le découvrirons avec le temps, mais ça va prendre un certain temps. La dernière chose que j'ai vue, et je n'ai même pas eu le temps de la lire, mais j'ai vu, je crois sur X ou ailleurs, que Trump envoyait un nouveau Witkoff à Moscou. Je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas si la rencontre a déjà eu lieu ou non, ou si elle doit encore avoir lieu. Mais je pense que ces communications qui passent par un collaborateur de confiance sont bien plus importantes que ce qui est dit au public et aux médias pour la consommation publique. Je pense que nous ne le saurons qu'avec le temps, mais j'ai tendance à être prudemment optimiste parce que, en dépit de la rhétorique, depuis très longtemps, Trump a donné tous les signes qu'il comprend l'importance de la relation avec la Russie. Oui, non, je pense... Enfin, Witkoff, je ne crois pas qu'ils aient fixé une date pour l'instant, mais c'est confirmé qu'il y va. Il y va, d'accord. Mais il n'y est pas allé depuis 3 mois. Donc ça va être, oui, il se pourrait qu'il y ait un regain d'activité dans la sphère diplomatique ici. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est un peu comme ça que Trump s'exprime. C'est soit des insultes et des menaces, soit de la flatterie. Donc, c'est un homme formidable. Il nous arnaque, voilà les sanctions. J'aimerais qu'il trouve ce juste milieu. Mais d'une certaine façon, je pense que ça fait partie de sa façon de négocier. Mais une partie qui semble optimiste, face à la rhétorique plus belliqueuse envers la Russie, vient évidemment des Européens. Leur objectif, semble-t-il, est d'attirer Trump davantage dans la guerre en Europe. Mais c'est aussi pour cela, à mon avis, que les Européens ont probablement payé ce lourd tribut avec ces accords commerciaux ridicules. Cependant, cela pourrait aussi se retourner contre eux, car cela n'engage pas vraiment Trump à quoi que ce soit. Mais selon vous, qu'est-ce que cela va signifier pour les Européens? Je veux dire, quel est le rôle, par exemple, de l'engagement à acheter de l'énergie américaine coûteuse? Il est généralement admis que l'énergie bon marché et fiable est la base de toute économie fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que cela va impliquer pour l'Europe? Je pense qu'en fin de compte, comme je l'ai écrit dans un article que j'ai publié récemment, c'est le moment où l'Union européenne a heurté l'iceberg, pour reprendre l'analogie du Titanic. Cela pose problème à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les engagements qu'Ursula von der Leyen a pris envers Trump sont tout simplement impossibles. C'est tellement au-delà de tout ce qui pourrait être raisonnable que cela n'arrivera pas. Cela va s'effondrer. Mais ce que cela va révéler, c'est que l'Union européenne n'a aucune légitimité. Les 750 milliards de dollars de ressources énergétiques représentent plusieurs fois ce que l'Europe importe déjà des États-Unis actuellement. Donc, il n'y a pas, je ne comprends même pas où cette énergie est censée aller, ni à quoi elle servirait, car c'est tellement énorme que je ne suis même pas sûr que l'Union européenne puisse se le permettre. Alors, vous savez, ça soulève la question. Quelle est la légitimité d'Ursula von der Leyen pour conclure ce genre d'accord? Et comme nous le découvrons, elle n'en a aucune. Ensuite, il y a l'engagement d'investir 600 milliards de dollars de l'argent de l'Union européenne aux États-Unis, argent qu'ils n'ont pas, puis d'acheter une quantité non divulguée mais considérable d'armes américaines. Ce sont tous des engagements qui, à mon avis, ont été pris dans la précipitation, dans le but de garder les États-Unis comme alliés de l'UE mâle et de l'Europe occidentale, y compris la Grande-Bretagne.
Et donc Trump joue avec eux parce qu'il veut leur soutirer ce tribut. Et de toute évidence, ils sont assez désespérés pour accepter pratiquement n'importe quoi, mais cela va provoquer beaucoup de tensions au sein de l'Union européenne. Je pense qu'en fin de compte, cela pourrait amorcer le processus de désintégration à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Les pays individuellement ne pourront pas s'engager dans tout cela. Je pense que l'Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Serbie, tous veulent du gaz russe bon marché. Ils ne veulent pas de gaz américain cher, car le gaz russe est moins coûteux, plus abondant et plus fiable s'il arrive par gazoduc plutôt que par bateau. Il est très clair qu'avec une énergie chère, les industries européennes perdent en compétitivité. Elles ont déjà perdu en compétitivité. Ajoutez à cela une énergie coûteuse. Ajoutez des droits de douane de 15%. Ajoutez à cela le fait que l'euro s'est apprécié d'environ 10% par rapport au dollar depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Et soudainement, les produits américains deviennent beaucoup plus abordables sur les marchés européens, où nous les obtenons avec un tarif de 0%, alors que les produits européens sur les marchés américains sont désormais beaucoup moins compétitifs. Cela va donc accélérer le processus de délocalisation des industries vers les États-Unis, le Mexique, la Chine ou ailleurs. Mais cela transforme l'Europe en musée et en destination touristique sans industrie. Je pense donc que plus que les sanctions, plus que les tarifs douaniers, plus qu'un accord commercial, cela a été un coup, peut-être un coup fatal, porté à la légitimité et à l'avenir de l'Union européenne. Oui, non. Clairement, ils ne sont plus le syndicat capable de négocier en position de force. Je pense que cela n'a plus lieu d'être, et il semble y avoir une certaine rébellion parmi les États membres eux-mêmes, qui ont des mots très peu flatteurs pour décrire l'accord, tellement humiliant, subordonnant. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est célébré. Mais en même temps, l'UE soutient que, eh bien, il ne s'agit pas vraiment que de commerce. Il s'agit de l'engagement transatlantique au sens large. Donc, si nous faisons juste une petite concession ici, si nous nous subordonnons un peu, si nous nous rendons économiquement attractifs pour les États-Unis, un partenaire dont on peut extraire des avantages, alors l'Amérique prendra soin de nous et ne nous quittera pas, ne nous abandonnera pas. Le secrétaire général Mark Rutte dirait, « Vous savez, papa ne partira pas. Il gardera la famille unie. » Voilà donc le langage sans colonne vertébrale auquel nous nous sommes réduits, semble-t-il. Quelles en seraient les conséquences plus larges? Qu'attendez-vous de voir maintenant sur les marchés européens, en dehors de cette baisse ou de ce manque d'accès à une énergie bon marché, qui entraînerait un déclin économique et une désindustrialisation? Mais à quoi vous attendez-vous? Quels sont les défis, disons, dans le secteur financier avec les banques? Eh bien, pour une fois, il me semble que les marchés ont correctement interprété cet événement. Donc, cette réunion sur le terrain de golf de Trump, je veux aussi souligner le symbole que représente le fait que Trump rencontre Ursula von der Leyen et Keir Starmer dans son propre club de golf privé, ce que je trouve remarquable. Il n'est pas venu au 10 Downing Street. Il n'est pas allé à Bruxelles. Il a convoqué ces personnes dans son lieu de loisirs, dans son propre lieu de loisirs privé. Je pense que c'est aussi une gifle humiliante pour les dirigeants européens. Donc, vous voyez, il n'y a aucun respect là-dedans. Il y a un certain degré de mépris, car il aurait pu prendre l'avion pour Londres, il aurait pu prendre l'avion pour Bruxelles, pour rencontrer ces personnes, mais il a délibérément choisi de les amener sur son terrain de golf. D'accord. Donc, les marchés, cela s'est passé dimanche, n'est-ce pas? So the markets, this happened on Sunday, right? And then on Monday, when the markets opened,
Et puis, lundi, à l'ouverture des marchés, l'euro s'échangeait autour de 1,17 $, un peu plus que ça, disons 1,1750 $. Et la livre sterling était proche de 1,35 $. Actuellement, l'euro est en dessous de 1,14 $ et la livre est en dessous de 1,32 $. Donc vous savez, ça ne semble pas être une grande différence, à moins de comprendre le fonctionnement des marchés. Mais il s'agit d'un recul très significatif de la valeur de ces devises. Et je soupçonne que cela va continuer. Ce que je prédis depuis très longtemps, c'est que la livre sterling et l'euro finiront par s'effondrer, ce qui n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Mais je pense que nous allons clairement dans cette direction. À mesure que la monnaie s'affaiblit, l'ordinaire augmente, et face à ça, et alors que les puissances européennes et la Grande-Bretagne perdent le contrôle des événements mondiaux, en particulier dans ces théâtres de guerre extrêmement importants comme l'Ukraine et le Moyen-Orient, elles n'auront d'autre choix que de recourir à l'impression monétaire des banques centrales pour payer les factures du gouvernement et de leur monde d'entreprise zombifié. Cela accélère inévitablement le processus d'inflation des prix. Je pense que ce que nous allons voir, eh bien, il est toujours ingrat d'essayer de prédire quand cela pourrait arriver. Mais je dirais que dans les prochaines années, vous allez assister à un processus de déclin et d'effondrement similaire à ce que nous avons vu au début des années 90, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Officiellement, cela s'est produit en 1991, mais le processus de déclin avait déjà commencé dans les années 1980, voire à la fin des années 1970. Ou quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans la République de Weimar. Vous savez, lorsque, après la Première Guerre mondiale, le déclin de l'Allemagne a d'abord commencé très progressivement. Puis, au début des années 1920, 1921, 1922, 1923, il y a eu une accélération et un effondrement très brutal et rapide. Et donc je pense que la Grande-Bretagne, l'Union européenne et probablement le Japon aussi vont dans cette direction. Et dans ce contexte, je pense que Trump n'oublie pas le Canada. Il veut le Canada. Il est tout à fait sérieux à ce sujet. Et cela le met donc sur une trajectoire de collision avec son meilleur ami et allié, le Royaume-Uni. Et puis il y a aussi le Groenland, ce qui posera problème avec le Danemark et le reste de l'Union européenne. Mais je pense que tout cela arrive. Eh bien, il est très difficile de soutenir que les économies européennes vont bien se porter dans les années à venir. Je pense, comme vous l'avez dit, que cela pourrait être un moment titanesque. Je pense effectivement que se couper de l'énergie et détruire Nord Stream a évidemment été très destructeur. Mais cela s'ajoute et semble rendre la situation plus permanente. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'architecture de sécurité de l'Europe? Parce que l'OTAN a toujours fonctionné sur un principe de donnant-donnant, dans lequel les deux parties ne sont pas totalement à l'aise. C'est-à-dire que les Européens subordonnent un peu leur politique étrangère aux États-Unis. Et les États-Unis paient pour leur sécurité, achetant ainsi une certaine influence. Mais au fil des années, il y a toujours eu des tensions. Les Américains aimeraient que les Européens paient un peu plus. Et les Européens aspirent à une certaine autonomie stratégique, ce qu'ils appellent la souveraineté européenne. En d'autres termes, un peu plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Eh bien, nous nous retrouvons maintenant dans cette situation étrange où les États-Unis ne paieront plus pour leur sécurité. À la place, ils extraient d'énormes ressources de l'Europe. L'Amérique, en retour, n'a ni l'intention ni les capacités de protéger l'Europe comme elle l'a fait par le passé, car elle a désormais d'autres priorités et des ressources limitées. Mais aussi, les Européens, combien de temps cette humiliation peut-elle durer? S'il n'y a rien de concret qui est livré ici,
quel est l'intérêt pour les Européens? À un moment donné, ils devront également reconsidérer l'architecture de sécurité. Car tant que la guerre contre la Russie se poursuit, ils devront rester subordonnés aux États-Unis. Alors, comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN alors que nous continuons sur cette voie, surtout maintenant qu'il semble être en train de perdre la guerre en Ukraine? Je pense que l'OTAN n'a pas d'avenir, vous savez. Et je crois que le désespoir atteint un tel niveau qu'ils envisagent d'ouvrir de nouveaux théâtres de guerre pour rester pertinents, comme nous l'avons vu avec le lieutenant-général Christopher Donahue, qui fantasme sur l'invasion et la capture de Kaliningrad. Il est très difficile de comprendre dans quel but, si ce n'est que si nous lançons quelque chose de ce genre. Eh bien sûr, les États-Unis viendront nous soutenir et nous appuyer. Mais les raisons pour lesquelles on ferait cela au départ ne sont pas très claires, à part ce besoin désespéré de se rendre pertinent. Et vous savez, en raison de l'humiliation subie par l'Union européenne lors de l'accord commercial avec les États-Unis, il faut le dire, il n'y a pas que Trump. Ce n'est pas la seule humiliation que l'Union européenne a subie le mois dernier. Rien que le mois dernier. C'est l'une des trois. Donc d'abord, il y a environ un mois, au début du mois de juillet, il y a eu la rencontre entre Kaja Kallas et le ministre chinois des Affaires étrangères, où elle a jugé approprié de commencer à lui faire la leçon sur les valeurs européennes, la démocratie, etc., et d'exiger que les Chinois prennent leur distance avec la Russie concernant l'Ukraine, et ainsi de suite. Et cela a vraiment irrité la délégation chinoise. Et puis plus tard dans le mois, je crois que c'était le 24 juillet, Ursula von der Leyen, accompagnée de sa délégation, est venue à Pékin et c'était le 25e sommet consécutif entre l'UE et la Chine. Cela devait être l'occasion de célébrer les 50 ans de relations diplomatiques entre la Chine et l'UE. Mais l'Europe, encore une fois, a fait la même chose. Ursula von der Leyen a commencé par faire la leçon aux Chinois sur les droits de l'homme, exigeant que la Chine cesse de soutenir les Russes en Ukraine, et affirmant qu'à l'heure actuelle, la relation entre la Russie et la Chine au sujet de l'Ukraine est le facteur déterminant dans les relations entre l'UE et la Chine. Ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, Xi Jinping, ont demandé que le sommet soit écourté. Donc après un jour, ils ont demandé à la délégation européenne de quitter la Chine. Et puis, vous savez, les Qataris, qui sont maintenant les fournisseurs de gaz non russes les plus importants pour l'Europe, ont menacé de cesser de fournir du gaz à l'UE parce que les Européens imposent ce qu'on appelle la directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises. C'est une soi-disant directive CSDD qu'ils imposent aux grands fournisseurs et entreprises de l'Union européenne. Et cela impose aux entreprises, y compris les Qataris, l'obligation d'enquêter et de résoudre les problèmes liés à l'environnement, au climat et aux droits de l'homme. C'est donc tout simplement une arrogance, une démesure présomptueuse qui pousse, pour une raison quelconque, les Européens à penser qu'ils ont le droit d'exiger cela de tout le monde. Ils ont ainsi antagonisé les États-Unis, la Chine, le Qatar, ils antagonisent tout le monde. Ma conclusion, c'est que non seulement en matière de développement économique et de commerce, mais aussi pour l'élaboration d'une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe, ce ne sera pas l'actuelle direction qui s'en chargera. Je ne pense pas qu'ils vont changer de cap. Ils vont continuer tout droit, parce qu'ils semblent être des fanatiques idéologiques, jusqu'à ce qu'ils soient balayés du pouvoir. Et ils vont accuser les Russes, ils vont accuser Trump, ils vont accuser les Chinois, ils vont accuser tout le monde sauf eux-mêmes. Et ils ne changeront pas de cap.
Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que ces réseaux mondialistes de pouvoir vont devenir de plus en plus affaiblis et nous allons assister au renforcement des mouvements souverainistes, comme on le voit déjà avec des personnalités telles que Marine Le Pen, l'AfD, Robert Fico, Viktor Orban et ainsi de suite. Je pense qu'au final, chaque nation va chercher à établir sa propre architecture de sécurité alternative. Mais je pense qu'inévitablement, elles devront se tourner vers la Russie et probablement l'Organisation de coopération de Shanghai, car ils ont déjà défini une architecture de sécurité alternative. Et devenir membre des BRICS, devenir membre de l'OCS, sera beaucoup plus attractif compte tenu du cours surréaliste des événements dans l'UMRB en ce moment. Qu'est-ce qui fragilise l'OTAN et l'UMM alors? Est-ce une question d'idéologie ou simplement un échec à s'adapter à la multipolarité? Je pense que c'est avant tout un manque de légitimité. Vous savez, l'OTAN a été créée et la création même de l'OTAN est très discutable, car l'OTAN a été fondée en 1949, si je ne me trompe pas. C'était donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les alliés, qui étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique, venaient de vaincre Hitler et l'Allemagne nazie. Ils auraient donc dû rester amis et alliés, mais les Britanniques avaient d'autres plans. Et donc, dès 1946, la Seconde Guerre mondiale venait à peine de se terminer. Winston Churchill a prononcé son célèbre discours du rideau de fer, dans lequel il a essentiellement déclaré que l'Union soviétique était l'ennemi de l'Occident, sans raison, sans aucune justification valable. Et il l'a fait devant le président Harry Truman. À partir de ce moment-là, l'Occident a commencé à organiser un bloc opposé à l'Union soviétique et au bloc communiste. C'est ainsi que l'OTAN a vu le jour en 1949. Puis en 1952, elle a été élargie. Ensuite, je crois qu'en 1954 ou 1956, après que l'OTAN a intégré l'Allemagne de l'Ouest, ce n'est qu'à ce moment-là que l'Union soviétique a formé le pacte de Varsovie en réponse. Mais toute cette création de deux blocs et le début de la guerre froide, c'était artificiel. Ce n'était pas nécessaire. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Et puis surtout en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est finalement effondrée, l'OTAN n'avait plus de raison d'exister. Car elle avait été créée comme un rempart contre la Russie, l'Union soviétique, pour contenir le monde communiste. Et de cette manière, je suppose que cela avait une certaine légitimité, du moins dans l'esprit du public. Mais une fois que l'Union soviétique s'est effondrée et qu'il n'y avait plus de monde communiste, car la Russie n'est pas un pays communiste, et aucun des anciens membres de la République soviétique ou du pacte de Varsovie n'est un pays communiste, l'OTAN n'a plus de raison légitime d'exister. Et donc, je pense que ce manque de légitimité est ce qui va finalement conduire à la disparition de l'OTAN, ainsi que leur désespoir actuel à vouloir rester pertinent. Ils essayent de le faire en intensifiant les tensions guerrières, non seulement dans les États baltes, avec cette menace qu'ils vont envahir Kaliningrad. Mais il y a aussi des événements qui se déroulent dans les Balkans, où il semble que certains groupes d'intérêt, en particulier l'establishment de la politique étrangère britannique, souhaitent ouvrir les Balkans comme le prochain front dans l'affrontement entre l'Occident et la Russie. Et je pense qu'il est de plus en plus évident pour les pays ce qui se passe, et ils ne sont pas d'accord. Et maintenant, il y a ce fameux article 5. Il semble que si l'OTAN invoque l'article 5, de nombreux pays vont dire « Désolé, non, nous n'avons pas signé pour ça. Vous ne nous défendez pas contre une invasion. En réalité, vous provoquez une guerre à laquelle nous ne voulons pas participer. »
Donc, si les États-Unis ne sont plus pleinement engagés, ils le sont dans la mesure où ils veulent vendre beaucoup d'armes à l'Union européenne, mais ils ne sont pas vraiment intéressés à mener une guerre contre la Russie. Si la Hongrie n'est pas intéressée, si la Croatie, la Slovaquie ne sont pas intéressés, si la Roumanie n'est pas intéressée, si la Pologne n'est pas intéressée, alors à quoi sert l'OTAN? Cela va simplement devenir une organisation totalement inefficace. Ce sera un club de débat. Ils vont publier des déclarations. Ils vont se lancer des pics et essayer de paraître durs et crédibles. Mais si vous organisez une fête et que personne ne vient, alors vous n'êtes plus dans la partie. La situation actuelle est désespérée. Les États deviennent toujours très dangereux lorsqu'ils sont désespérés. Mais déjà en janvier, le Conseil de l'Atlantique s'est exprimé, encore une fois, le porte-voix de l'OTAN, pour dire que Trump devrait demander la démilitarisation de Kaliningrad et même éventuellement encourager son indépendance afin qu'il puisse rejoindre la famille européenne des nations. Tout cela était un langage feutré pour masquer la réalité de ce que cela impliquerait, à savoir l'invasion et l'annexion d'une grande partie du territoire russe. C'est une position assez radicale, mais le fait qu'ils en parlent avec autant de désinvolture inquiète les Russes depuis les années 1990 et surtout depuis 2004, lorsque les États baltes sont devenus membres de l'OTAN, encerclant ainsi complètement Kaliningrad. Mais on espère que cela ne restera qu'une idée de fou dans des think tanks. Mais le fait que des généraux américains en parlent désormais ouvertement, cela provoquerait également une réponse nucléaire de la part des Russes. Ma dernière question est celle que j'ai d'ailleurs posée à Poutine en novembre dernier. Dans quelle mesure les BRICS pourraient-ils éventuellement attirer l'Europe à l'avenir? Car un problème clé en Europe, bien sûr, c'est qu'après la guerre froide, en élargissant l'OTAN, nous avons essentiellement ravivé la politique de bloc à somme nulle en Europe. Donc, on est soit dedans, soit dehors, et nous nous disputons les États tampons, comme la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine. Mais les BRICS ont un format différent. Ils ne pratiquent pas cette politique de bloc. Il intègre des États adversaires, ce qui lui permet d'inclure les Émirats arabes unis et l'Iran. Il peut avoir à la fois la Chine et l'Inde. Il ne repose donc pas sur le même système d'alliance. Je me demandais dans quelle mesure un format similaire pourrait être utilisé en Europe. Cette question semble d'autant plus pertinente aujourd'hui que l'ULIO-OPEMEB n'arrive pas à garantir la prospérité économique et que l'OTAN ne parvient pas à offrir quoi que ce soit qui ressemble à de la sécurité. Pensez-vous que des pays européens pourraient changer de camp et envisager de rejoindre les BRICS, à part la Turquie, bien sûr? Je pense que cela est inévitablement en train d'arriver. Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, et cela ne se produira certainement pas du jour au lendemain. Mais je pense que c'est inévitable, car l'Union européenne est déjà en train de se désintégrer sous le poids de ses propres contradictions et de l'incohérence de sa politique. Elle reste rigoureusement attachée à certaines politiques et refuse de changer de cap. Elle devient déjà de plus en plus peu attrayante pour les États membres. Et je pense que même sans le Brexit, même sans quitter formellement l'Union européenne, ils commencent à avancer avec leur propre politique et disons à ne plus suivre les directives européennes aussi rigoureusement et aussi scrupuleusement qu'auparavant. Je soupçonne qu'en tant qu'entité supranationale, l'Union européenne finira par s'effondrer à un moment donné, je dirais d'ici les 10 prochaines années, d'une manière similaire à celle de l'Union soviétique. Ensuite, les nations individuelles, évidemment pas sous Macron, Friedrich Merz et ce genre de personnes, mais sous une nouvelle direction, comme, par exemple,
si Călin Georgescu était en Roumanie ou Marine Le Pen en France, etc. Alors elles envisageraient cette option, parce que les BRICS constituent un bloc commercial très riche et puissant. Vladimir Poutine, déjà depuis le milieu des années 2000, parle d'intégration multipolaire de Lisbonne à Vladivostok. Donc je pense que pour des questions de développement économique, de sécurité et de commerce, il sera attrayant pour tout le monde d'envisager de rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route et le mouvement des BRICS. Et je pense que, puisque l'Union européenne ne changera pas de cap et ne proposera pas d'alternative attrayante, avec le temps, nous verrons des pays quitter le navire. Et à un moment donné, nous aurons l'équivalent des accords de Bela-Vechta. En 1991, lorsque les représentants des républiques soviétiques se sont réunis et ont déclaré que l'Union soviétique n'existait plus. À ce moment-là, l'Union soviétique s'était déjà désintégrée. Ils n'ont fait que le formaliser. Je pense que quelque chose de similaire va arriver à l'Union européenne et que des pays, un par un, probablement menés par des pays comme la Slovaquie, la Hongrie, l'Italie, la Turquie, peut-être la Roumanie, sous une direction différente, vont commencer à ouvrir des négociations avec les BRICS. Et nous assisterons à une transition qui va changer la situation sur le vieux continent. Eh bien, comme je l'ai dit, il semble difficile d'imaginer cela aujourd'hui, compte tenu de l'état des relations, mais à mesure que les anciennes institutions commencent à disparaître, qu'elles ne servent plus à rien et deviennent même un fardeau, il n'existe pas tant d'autres alternatives qui aient été mises en place. Il semble donc que ce type d'institution, cette institution eurasienne, que les Chinois, les Russes et d'autres développent, serait l'alternative la plus attrayante. Donc, Enos, merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir d'avoir votre point de vue. Merci encore. Merci beaucoup, Glenn. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.